Bienvenue à ce numéro du débat du dimanche qui va se consacrer essentiellement à l'actualité malienne de la semaine avec l'attentat suicide à Kidal, la visite du Premier ministre à Gao et le choix du candidat de l'ADEMA PASJ dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. Des thématiques qui seront abordées par nos invités Adam Cham du journal Le Républicain et arawanexpress.com, Chana Takiou du journal 22 septembre, Mamadou Ismaël Konaté, avocat, et Serge Daniel, journaliste écrivain. 4 soldats tchadiens tués, c'est le bilan d'un attentat suicide à Kidal vendredi dernier. Le kamikaze a fait exploser sa ceinture au marché au moment même où un groupe de soldats faisait des courses. Voilà, Chana Takiou, au lendemain de la visite du Premier ministre à Gao, cet attentat intervient. Est-ce que c'est une façon de dissuader le gouvernement pour ne pas peut-être se hasarder à venir à Kidal? Bon, peut-être c'est une tentative de dissuader le gouvernement. Mais moi, je dis que c'est la conséquence de la présence du MNLA à Kidal avec armes et bagages. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une ville comme Kidal, où il y a les Français, les Tchadiens, qu'à l'intérieur de cette ville-là, qu'on puisse faire un attentat de ce genre. Moi, je l'attribue au MNLA et à ses complices. Le MNLA, vraiment, c'est un groupe terroriste. Les djihadistes, c'est des terroristes. Et puis bon, on ne peut pas faire la différence entre le MNLA, les djihadistes, les gens du MIA qui sont tous à Kidal. Donc vraiment, moi je pense que c'est à l'interne qu'on a pu faire cet attentat pour vraiment causer vraiment des morts dans les rangs des militaires tchadiens. J'accuse le MNLA. Maître Konaté sur l'attentat de Kidal. Non, cet attentat est très très grave. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui en termes de mise en place du système de sécurité. Je ne parle pas du système de défense, du système de sécurité de manière à préserver les populations locales, les biens, les édifices publics contre des situations comme celle-ci. Et le gouvernement communique très très peu là-dessus. Donc on est dans un système armé qui ne nous permet pas de savoir aujourd'hui si oui ou non nous avons des indicateurs de performance ou des indicateurs qui puissent nous dire aujourd'hui jusqu'où le danger existe à Kidal. Donc un attentat suicide, 2, 3, des morts tous les jours, c'est vrai que c'est une situation qui est de plus en plus inacceptable. En essayant de remonter à la source, on peut poser la question à qui profiterait pas le crime mais l'attentat aujourd'hui? Tout le monde est perdant dans cette affaire-là. Le MNLA d'abord qui arme des personnes qui sont incapables de prendre conscience que derrière la mort il n'y a rien. Et en même temps, ces populations qui sont en danger permanent, et en même temps, ces forces de sécurité et ces forces militaires qui sont stationnées là-bas, je pense notamment à ce pays, le Tchad, qui nous aide et qui a perdu 4 de ses soldats. C'est trop. Un soldat de mort, c'est un soldat de trop, et 4, c'est inacceptable. Moi, j'ai écouté hier le président de la MISMA, le président Pierre Bouyoya, sur cet attentat. Et il disait qu'il faut s'attendre à ce genre de situation, malgré un retour progressif à la paix, et que c'est le mode d'opération des djihadistes et des islamistes. Je pense que sur Kidal, il y a un problème de sécurisation générale. Qui fait quoi à Kidal, on ne le sait pas exactement. Vous avez les Français, vous avez les Tchadiens, vous avez une partie du MNLA, vous avez une partie du MIA, et vous n'avez pas la présence de l'armée malienne. Tant que les rôles, à mon avis, ne seront pas clairement définis, tant que, à mon avis, l'armée malienne n'aura pas le droit d'aller à Kidal, on assistera de plus en plus à ce genre d'attentats. Adam Cham. Je ne sais pas. Par exemple, l'armée malienne est à Tombouctou, à Gao, mais il y a eu des attentats suicides. Donc, je ne crois pas que la situation à Kidal soit forcément liée à l'absence de l'armée malienne. Pas plus que je ne crois qu'on puisse attribuer ça, mais vraiment comme ça, de manière autoritaire, au MNLA, pour la simple raison qu'il s'agit d'attentats suicides. Il s'agit d'attentats suicides. Et c'est un cheminement, c'est toute une chimie qui sont demandés pour former un kamikaze. Et je ne pense pas, très honnêtement, que le MNLA est bon dans ça. Maintenant, on sait aussi, par exemple, si vous vous souvenez, la guerre en Irak, quand le combat était terminé, le combat majeur était terminé, c'est à ce moment que l'insécurité résiduelle vraiment a commencé, allant jusqu'à faire 1 millier de morts dans l'armée libyenne. Donc à aucun moment,
vraiment, sauf à être naïf, on a pu penser que la libération des villes de Kidal, Gao, Tombouctou sonnait la fin de l'insécurité. Au contraire, comme on a dit que c'est une guerre asymétrique, on s'attendait effectivement à des actions de ce genre et ça va continuer. On ne peut pas ne pas parler du MNLA puisque le mouvement s'était dit un moment en mesure de pouvoir sécuriser Kidal. Aujourd'hui, on voit cet attentat suicide. Ça veut dire que le MNLA, même si c'était vrai, n'est pas en mesure de sécuriser quoi que ce soit. Non, absolument. C'est-à-dire que les ennemis qui sont à Kidal, c'est le MNLA. Le Tchad, la France sont de forces alliées. C'est que sûr, ni la France, ni le Tchad ne vont pas se transformer quand même en kamikaze. Quelles sont les forces en présence? C'est bien le MNLA qui est une force ennemie qui est capable de ce genre d'opération. Les djihadistes qui sont d'autres mouvements, la plupart d'entre eux sont dans les grottes. C'est le MNLA qui a son fief à Kidal. Et la question qu'on se pose, c'est-à-dire à qui profite le... C'est le MNLA. Premier point de vue, on ne peut que voir le MNLA et l'accuser. Je crois que en politique, il n'y a peut-être pas de logique. Mais imaginez Shahanata Kiwanestan, où il y a des éléments du MNLA, commettre un attentat, tuer l'un des leurs, et tuer des soldats tchadiens, c'est peut-être quand même un peu trop gros. Les enquêtes sont en cours, on saura probablement ce qui s'est passé de manière précise, mais je pense que pour le moment, il faut plutôt éviter de jeter la pierre à Paul ou à Pierre. Ok, Adam, allez-y, ensuite, non, mais c'est possible que ce crime profite au MNLA, sans qu'il en soit l'auteur. Ça profite au MNLA simplement parce que, effectivement, je pense que ce qui gêne le plus le MNLA, c'est la présence tchadienne à Kidal. Okay. Mais il ne faut pas dire qu'il n'y a que le MNLA, les Tchadiens là-bas. Il y a le mouvement islamique de l'Azawad qui est là-bas, c'est-à-dire qui est plus proche de la doctrine salafiste, par exemple, que le MNLA. Et puis il peut y avoir des djihadistes infiltrés. C'est quand même ce qui se passe à Tombouctou et à Gao. Donc oui, moi je serais d'accord avec Serge Daniel qu'il faut attendre les conclusions. Okay. Les conclusions n'ont jamais rien donné dans ce genre d'attentat. On le sait. D'accord. On va poursuivre. Je tiens à préciser que le communiqué gouvernemental n'accuse pas encore le MNLA. Donc si le gouvernement ou les forces de sécurité qui sont théoriquement plus informées que nous n'accusent pas le MNLA, il faut se garder pour le moment d'accuser le MNLA. Ok, Maître Konaté, le Premier ministre a été à Banamba et puis à Gao. Est-ce que cet attentat doit ou peut le dissuader de se rendre à Kidal? Moi, je ne sais pas, c'est lui qui apprécie. Mais honnêtement, dans la situation actuelle, moi, je crois que la place d'un Premier ministre, c'est aussi de s'occuper suffisamment bien des affaires intérieures du Mali, probablement à partir de... Mais Gao, c'est l'intérieur. Je termine ma phrase. Je comprendrais que le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Sécurité aillent sur place parce qu'il y a des questions essentielles qui se posent et qui les impliquent. Tout à l'heure, mon inquiétude, si j'avais l'occasion de répliquer tout à l'heure ce qui se disait, c'est que visiblement ces opérations kamikazes interviennent dans un contexte où on se rend compte que dans des contextes de libération, nous avons des résiduels assez forts de gens, personnes humaines capables de s'engager, et de résiduels assez forts d'armes et de munitions qui permettent aujourd'hui de faire des coups comme ceci. C'est ce qui est grave. Donc je ne dis pas que Gao n'est pas le Mali, mais pour moi, la place d'un Premier ministre, c'est Bamako pour s'occuper des problèmes essentiels qui se posent là par rapport à tout le Mali, faire en sorte aujourd'hui que le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité aille sur place nous rassurer davantage. Le ministre de la Défense était sur place. En même temps que le Premier ministre. Il était sur place. Ce qui m'a frappé, parce que j'étais à Gao, pas maître, il était... Gao, ce sera le prochain point. Voilà, on va en parler tout à l'heure. D'accord. Justement, le Premier ministre malien Django Sissoko était à Gao cette semaine. Sur place, le chef du gouvernement a rencontré entre autres les autorités militaires, religieuses, administratives. Le retour de l'État à Gao est en très bonne voie. Le Premier ministre Django Sissoko que nous écoutons ici. Il faut que les services publics, les services sociaux de base notamment, puissent revenir sur le terrain et puissent rendre les prestations qui sont à leur charge aux populations. Et nous sommes en train de travailler à cela et je pense que très prochainement, les services publics se redéploieront sur tout l'espace qui a été libéré. Le Premier ministre Django Sissoko a également réitéré l'engagement de l'État à organiser les prochaines élections, la présidentielle plus précisément, en juillet prochain. Django Sissoko que nous écoutons ici. L'élection présidentielle aura lieu au mois de juillet.
c'est une décision qui a été prise et nous veillerons à ce que cette décision soit exécutée. Et quant aux élections législatives, elles auront lieu un peu plus tard. Mais nous aurons avant la fin du mois de juillet un président de la République élu. Voilà, Maître, on a l'impression que cette visite a eu le mérite d'éclaircir un certain nombre de questionnements. Le redéploiement de l'administration va être effectif et puis la présidentielle aura lieu en juillet et les législatives plus tard. Je ne partage pas du tout votre opinion. Pour moi, c'est deux vœux pieux. Le Premier ministre a parlé, mais c'est vraiment deux vœux pieux. Un, la question n'est pas que l'administration puisse se déployer. Les populations locales veulent savoir aujourd'hui quand est-ce que viendra l'administration s'installer localement. Deuxièmement, il semble qu'une décision a été prise justement pour l'élection, je veux bien, mais cette décision a été prise quand et à la suite de quoi? Et je vois aujourd'hui que le Premier ministre, dans sa communication, décale les deux élections majeures, la présidentielle et la législative. Pour lui, la présidentielle intervient au mois de juillet, la législative plus tard. Bon, je pense aujourd'hui que là aussi, il faut qu'il rassure les gens pour faire l'inventaire de l'état des lieux, pour nous dire aujourd'hui quels sont les instruments dont il dispose aujourd'hui, pour nous dire qu'il peut faire les élections au mois de juillet. Ok, Serge Janel, vous étiez à Gao, on a vu le micro rouge, c'était le vôtre, même si Adam va attendre l'étape de Kidal. Sur la visite du Premier ministre à Kidal, quand même, c'est la première fois à Gao, la première fois qu'une haute autorité malienne se rend sur le théâtre des opérations depuis le début des hostilités. Tout à fait. Moi, je pense que c'était une bonne chose. C'était un signal fort. Non seulement c'était un signal fort, mais ce qu'on a entendu à Gao, c'est dites au président de la République maintenant de venir nous voir. Pour qu'on sache qu'effectivement que le Mali, Gao fait partie du Mali. On a entendu ça à Gao. Quant à l'administration, si vous prenez Gao aujourd'hui, le gouverneur est reparti sur place, à nouveau sur place, mais non seulement le gouverneur, mais tous les préfets sont sur place. À Gao, par exemple, le préfet de Ménaka, le préfet d'Ansongo, tous sont venus à la rencontre du gouverneur. Maintenant, il y a un réel problème d'infrastructure à Gao. Le gouvernorat de Gao aujourd'hui travaille dans une maison privée, si vous voulez. Donc, il faut remettre l'administration en place, les bâtiments publics, c'est assez lourd. Mais moi, je pense, contrairement à Maître Konaté, que c'était plutôt une excellente chose que le chef du gouvernement fasse le déplacement de Gao. Ok, Adam, le PM à Gao. Moi, je suis aussi de l'avis de Serge. C'est-à-dire, Django Sissoko est le plus haut responsable malien, jusque-là, à s'être rendu à Gao. Je pense. Le président de la République est allé à Hollande. Le président de la République allait à Tombouctou. Le président de la République allait à Tombouctou avec François Hollande. Le Premier ministre allait à Tombouctou. Voilà, le Premier ministre allait à Gao. Franchement, moi, je pense pas qu'il faille critiquer cela. C'est très bien pour le moral des troupes, c'est très bien pour les populations, c'est très bien pour amener le débat sur le retour de l'administration, le débat sur le vivre. Le timing. Oui, mais il ne s'agit pas de dire aux gens l'administration va arriver. Les gens voudraient savoir quand est-ce que l'administration va arriver. On va laisser Adam terminer. Je pense très honnêtement que les Maliens ont cette attitude bizarre de penser qu'un gouvernorat c'est un bâtiment. Bien sûr. Un gouvernorat n'est pas un bâtiment, un gouvernorat est un dispositif, c'est un service qui peut être rendu dans une hutte. Donc ça, ce n'est pas un bon argument. Ceci dit, il y a bel et bien une insécurité résiduelle dans le nord, et puis nous ne sommes pas habitués à cela. Et donc, il se comprend effectivement qu'en dépit de la volonté de l'État, certains de nos administrateurs ne veuillent pas rester sur place quand il y a une bombe ou quelque chose comme ça. Il va falloir gérer ça, mais sous le principe, je pense, oui, que c'est très bien que Django Sissoko se soit rendu à Gao. Charles Atakio. Merci, M. Tangara. Moi, je pense que tard vaut mieux que jamais. Les Burkinabés sont passés à Markala pour voir leurs militaires. Les Nigérians sont venus à Banamba. Les Nigériens, à Gao, le président de la République du Niger même est venu à Gao. Durant tout ce temps-là, nos autorités dormaient ici à Bamako. Alors que c'est dans notre pays, ce sont des forces alliées. Planifier leur visite. J'ai dit, moi je parle de dormir, c'est mon point de vue. Ils dormaient ici. C'est lorsque les alliés du Mali sont venus chez nous que ces gens-là se sont réveillés, que nos autorités se sont réveillées pour faire comme eux. Pour moi, Django a été contraint d'aller à Gao parce que les alliés sont partis sur place. Et puis encore, il est allé à Gao les mains vides. Il est allé à Gao les mains vides.
La visite là, qu'est-ce que ça a apporté pour nos militaires? Ça, je l'ai dit dans son reportage. Ils sont les moins équipés. Ils n'ont pas de voiture. Il semble que souvent, ce sont même les Tchadiens qui les prennent de voiture. Ça peut être un signal fort, hein, la vue, tout le temps que le gouvernement a pris avant de partir, quand un chef de gouvernement sera à Gao, il faut partir avec quelque chose de concret, de palpable. La visite de... La visite, il a pris du retard. Pas de la Croix-Rouge. J'ai dit qu'il a pris du retard pour partir et il est parti les mains vides. Il n'a rien apporté aux militaires de l'éducation. Je voulais ajouter quelque chose. Ce qui est bien avec Chana, c'est qu'il se croit toujours dans une salle de rédaction. J'adore ça chez lui. Malheureusement, nous sommes sur un plateau de télévision. Le ministre de la Défense a pris la parole là-bas. J'étais là. C'était très intéressant ce qu'il a dit. Il a dit deux choses. Il a dit, vous n'avez même pas de casque lourd. Vous n'avez pas de gilet pare-balles. Tout ça, nous sommes en train de régler ces problèmes. Non, attendez. C'est quand même un message assez fort de voir deux autorités de l'État se déplacer pour aller voir les troupes et reconnaître qu'il y a des problèmes de logistique. Ces problèmes, au moment où je suis en train de vous parler, si vous êtes informé, vous savez qu'il y a des voitures, il y a 88 véhicules commandés qui sont en train de prendre la route sur Gao. C'est pas du jour au lendemain qu'on règle tout, mais voir, moi, des autorités, notamment le ministre de la Défense qui a parlé aux troupes, en disant, vous n'avez pas de casque lourd, regardez, les Nigériens ont des gilets pare-balles, pas vous, c'est reconnaître la réalité. Et je pense que c'est quand même... Adam, ce n'est pas normal qu'on soit sur le débat de qu'est-ce que le Premier ministre a amené. C'est-à-dire, c'est deux choses. Hein. Il faut d'abord aller, il faut se rendre. Parce qu'aucune autre autorité de l'État ne s'y était rendue. Mais la question, c'est même pas tellement est-ce que l'administration retourne, mais quelle administration va désormais retourner au nord? Parce que ça n'est pas les juges corrompus, ça n'est pas les policiers corrompus, ça n'est pas les gouverneurs corrompus que le nord va accepter après les avoir vus fuir, comme vous le savez, après le 22 mars. Donc cette question est très importante. Quelle gouvernance on va avoir pour le nord à la lumière? Mais ce sont les mêmes administrateurs qu'on demande de retourner à Gao. Maître Konaté, il y a peut-être l'avantage psychologique, après avoir été brimé des mois durant, voir son Premier ministre, le chef du gouvernement de son pays en visite. Psychologiquement, ça peut faire du bien aux populations locales. Mais Konaté n'aime pas les premiers ministres d'une manière générale, donc... Vous me citez parce qu'il n'a jamais eu la chance de... Je ne souhaite pas avoir cette chance, justement. C'est assez dramatique. Non, vous me contraignez à dire bravo au Premier ministre. Si vous insistez autant, je lui dirai bravo. Mais simplement, ce que je vous dis, c'est des choses très simples et très basiques. Adam l'a touché. Aujourd'hui, la question de la gouvernance, ce n'est pas dans les 6 mois que l'on pourra installer une administration comme celle qu'il y avait il y a 24 mois à Gao. Ça, on en est conscient. Les questions de sécurité sont là, elles sont récurrentes. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut déployer, par exemple, une armée administrative là-bas, sur place. Vous savez aujourd'hui que pour avoir un acte de l'état civil à Gao, on est obligé de venir à Bamako. Et vous savez toutes les difficultés que nous avons aujourd'hui pour se procurer rien qu'un acte de l'état civil. Donc aujourd'hui, il y a des choses que l'on connaît. Tu es en train de me dire aujourd'hui qu'on sait depuis peu qu'on n'a pas de gilet pare-balles. On le sait. Depuis 12 mois, ce territoire est occupé. Depuis 12 mois, on sait qu'il y a des difficultés. Ok, on ne va pas en rajouter encore. Ce que je demande, de la même manière qu'on a pris une mesure d'état d'urgence ici, de cette même manière, on peut aujourd'hui prendre des mesures au plan administratif dans ces zones-là pour assurer au moins, ne serait-ce que par l'armée, une certaine présence. Justement, il fallait un début. La visite du Premier ministre, c'est un début de solution à ça. Vous attendez, Serge. Toi qui accompagnes le Premier ministre, j'attendais que le Premier ministre fasse des déclarations de ce genre-là. Vous allez voir des gens sur place. Ne vous en faites pas, hein. L'administration que je conduis va venir ici bientôt. C'est ce qu'il a dit. Mais ce que Adam dit est capital, à mon avis. C'est-à-dire le type de gouvernance qu'il faut aujourd'hui dans le Nord. Moi, je ne veux pas critiquer. Qu'il faut partout, mais surtout dans le Nord. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que vous avez des populations. À Gao aujourd'hui, intramuros, vous avez encore 35 000 habitants, je crois. En temps normal, c'est 85 000. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore tous revenus. Mais l'autre problème est le suivant, c'est que les autorités qui étaient là à la veille de la chute de Gao, excusez-moi, certaines autorités ont fait effectuer ce qu'on peut appeler diplomatiquement un repli tactique, mais d'autres ont fui. Si vous revenez avec les mêmes autorités à Gao, il y a une crise d'autorité, si vous voulez. Moi, j'ai entendu ça. Je ne veux pas critiquer le gouverneur ou les préfets, etc. Mais il faut effectivement, comme l'a dit Adam, et je crois que c'est très important, une nouvelle gouvernance au Mali, mais plus particulièrement au nord, dans les régions où les responsables administratifs
avaient quasiment tous quitté brutalement les lieux, les populations ne se reconnaissent pas du tout en ces autorités aujourd'hui. Il faut déployer... Malheureusement, ce sont les mêmes autorités qui sont en train de retourner dans ces régions-là. Là, il y a une crise d'autorité. Tout à fait. Et pendant l'occupation, quand même, il y avait des problèmes d'eau et d'électricité à Gao. Aujourd'hui, même avec la libération, c'est des problèmes qui demeurent. Est-ce qu'il ne faut pas trouver des solutions à ces équations-là? Absolument, c'est le problème de la gouvernance. assez spécialisé dans les questions. Le problème à Bamako quand même. Oui. Mais c'est assez particulier dans le... À Gao, c'est 2 heures par jour, par quartier en rotation. Mais durant l'occupation, peut-être qu'ils avaient l'électricité même plus que maintenant, où c'est sous contrôle gouvernemental. Et Mara a fait récemment une tournée à Gao. Expliquer aux téléspectateurs africains. Il a fait la restitution. Moussa Mara, le président du parti Yélema, il a fait une tournée à Gao. Il a restitué ce qu'il a vu à Gao avec la presse. Adam Cham y était. Bon. Allez-y. Laissez-le terminer. Allez-y. Bon, non, je vous laisse. Non, allez-y. D'accord. J'ai dit à des choses. Moussa Mara. Malien était, oui. Moussa Mara, le président du parti Yélema, était à Gao. Il a restitué ce qu'il a vu, les rencontres qu'il a eues avec les uns et les autres, avec la presse. Et il est arrivé à la conclusion qu'il y a un problème de gouvernance. Ce que Adam Cham vient de dire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas ramener à Gao les mêmes personnes et que la situation, les mêmes habitudes, la situation que les gens vivaient avant l'occupation. Chana, tu parles du Mali. Ok. Ce que tu dis pour le Gao, là, ça vaut pour le Mali. Ouais. Mais même surtout pour eux qui ont souffert, surtout pour eux, parce que ça soit amené une révolte encore. Non, Chana. Si on amène les mêmes administrateurs avec les mêmes pratiques, il y aura une révolte violente. Chana, on est d'accord aujourd'hui que la crise que nous traversons, qu'elle soit politique ou sécuritaire, doit nous amener à une profonde remise en cause du Malien. Absolument. Nous sommes à la recherche du Malien nouveau, neuf. Par rapport à ça, si la question de gouvernance est posée à Gao, elle est encore posée dans vos rédactions, au barreau, à Koulouba, dans un ministère et chez Arawan Express. Voilà. Ok. Nous restons toujours au Mali pour parler cette fois-ci de la prochaine élection présidentielle. L'ADEMA PSG en ordre de bataille. Draman Dambélé, 46 ans, ingénieur des industries et des mines, émerge sur les 19 prétendants à l'investiture. Voilà, et Charles, on parle beaucoup de rajeunissement du leadership politique. Est-ce que le choix de l'ADEMA participe de cela, on peut le dire? Absolument. On a parlé tout à l'heure de gouvernance. Est-ce que vous voyez? Donc l'ADEMA a géré ce pays durant ces 20 dernières années. Donc moi j'ai compris que tous ceux qui ont participé à la gestion de ce pays d'une manière ou d'une autre, au premier plan durant ces 20 dernières années, ont été mis à la touche. C'est une nouvelle génération que l'ADEMA, le parti majoritaire, le mieux implanté dans le pays, a donné un signal fort en disant nous voulons le changement, nous voulons un nouveau comportement, nous voulons un nouveau type de Malien. Je pense que c'est ce que l'ADEMA nous a montré, mais est-ce qu'il réussira à le souhait exprimé? C'est là toute la problématique du PSG. Ok. Je me pose la question de savoir si l'ADEMA ne s'est pas tiré une balle dans le pied en choisissant ce candidat. Pour une raison simple, nous sommes dans une crise, nous allons dans une élection de crise, et que le prochain président de la République doit être un homme de grande expérience pour pouvoir gouverner ce pays. À mon avis, laissez-moi en placer une, s'il vous plaît. Et je pense que le candidat qui a été désigné par consensus n'a pas cette grande qualité pour tout de suite gouverner le pays. On ne veut pas un président de transition, on veut un président d'action. Ça, c'est un. Ensuite, je pense que les dinosaures de l'ADEMA se sont neutralisés entre eux. Et puis, pour se terminer, vous savez que depuis une semaine maintenant, il y a une pétition qui circule pour contester la désignation de ce candidat. Mais il a été validé, ça. J'en replace une et puis je me tais. Il a été validé. Ensuite, il y a une pétition qui circule pour contester ce choix-là. J'aimerais bien voir dans les semaines qui suivent comment l'ADEMA, le peuple ADEMA, va accepter ce candidat, comment les dinosaures qui n'ont pas été retenus vont l'entourer, vont accepter cette décision, pas du bout des lèvres, mais sur le terrain.
Ok, Maître Konaté. Non, je me fondais, je n'ose pas dire quoi, parce que quand je voyais la diatribe Serge Chahana, et c'est vrai que Chahana soit de ce côté-là par rapport à Serge, sur cette analyse que j'ai bien envie de partager, mais pas totalement. Parce qu'en réalité, c'est une analyse de mauvais perdants. C'est-à-dire que Serge, aujourd'hui, à travers son analyse, tente de remettre en cause quelque chose qui a été établi. C'est le candidat. Non, je dis l'analyse de Serge. Écoutez bien ce que je dis. L'analyse de Serge a tendance à remettre en cause ce qui a été établi. Il faut quand même dire que pour une fois, l'ADEMA a fait la preuve évidente qu'un système démocratique peut marcher au sein d'un parti. Monsieur Dioncounda, à l'époque de Dioncounda, c'était la même chose. Il était désigné dans... Est-ce que je peux en placer une dernière pour permettre de poursuivre? L'ADEMA, bravo pour le système de démocratie, c'est une primaire. Ouais. 2, Serge dit, est-ce qu'ils se sont pas tiré une balle dans les pieds? Pas plus que le Parti socialiste lorsque on a désigné Ségolène Royal durant les primaires. Troisièmement, je pense que l'ADEMA donne un signal fort. Les caciques, comme il l'a indiqué tout à l'heure, ont été tous balayés. Premier vice-président, deuxième vice-président, troisième vice-président, quatrième vice-président, jusqu'à mon excellent confrère Kassoum Tapo, qui tous ont été balayés. Par qui? Par un jeune de 46 ans, qui n'est pas un cacique des caciques, mais aujourd'hui qui prend le chemin de ce que le Mali demande, le renouveau. De ce que le Mali demande, la jeunesse. Il ne faut pas préjuger justement des gens parce qu'ils sont jeunes, qui ne peuvent pas être d'action. Ils peuvent être d'action. Serge lui-même est jeune, mais il fait du punch tous les jours à la radio et on a du plaisir à l'écouter. Mais au-delà de tout cela, ce qui est le plus important, c'est vrai que le label jeune ne suffit pas. Absolument. Il faut être capable, il faut être compétent, il faut être aussi éthique. Mais des jeunes... Alors, je suppose que le candidat désigné de l'ADEMA a toutes ces qualités-là. Des jeunes candidats de l'ADEMA, ce n'est pas la première fois. En 92, un certain Alpha Omar Konaré... à 46 ans. Voilà, a même été président. Oui, c'est vrai. À 45 ans, Konaré était investi candidat de l'ADEMA et puis élu président de la République. Mais je crois que c'est à 32 ans aussi qu'il était nommé ministre. Les époques ne sont pas les mêmes. Les époques ne sont pas les mêmes. Il n'a pas le même passé qu'Alpha Omar. Non, les époques ne sont pas les mêmes. Non, il n'a pas la même, il n'a pas le même parcours, il n'a pas le même crédit, il n'a pas forcément le même viatique que Alpha Omar Konaré. Il y a un autre d'ailleurs, Obama, qui avait 47 ans quand on l'élisait. On est tenté de le comparer parce que ni Dembélé ni Obama ne sont des apparatchiks, mais le seul problème, c'est que Obama incarnait déjà, si vous voulez, un changement de l'Amérique. Alors, je ne sais pas si Dembélé va l'incarner. Ce que j'ai trouvé de fascinant dans l'ADEMA cette fois-ci, c'est quand même la volonté des 19 à ne pas remettre en cause l'unité du parti. Ils se sont rangés derrière ce choix, mais ce choix-là n'est pas le choix des militants de l'ADEMA, c'est le choix d'une commission d'arbitrage. Donc on ne peut pas dire que ce soit forcément le résultat recherché par un processus de primaire. Ce choix de passe, celui de... Laisse-le terminer, Chahana. Laisse Adam terminer de l'ADEMA. On laisse Adam terminer. Choix ou qui n'est pas valable. Je dis simplement, attention, il ne faut pas penser que c'est la démocratie qui a parlé. C'est la semi-démocratie. Voilà. C'est le compromis qui a parlé. Moi, je peux ajouter qu'au-delà de la commission de bons offices qui a désigné le candidat, aujourd'hui même l'ADEMA a tenu sa conférence nationale et cette conférence nationale regroupe toutes les coordinations régionales. C'est pas le premier niveau de démocratie. Non, c'est une instance du parti. Et cette instance a validé. C'est une instance de second niveau. Adam est en train de parler de système de démocratie à la base. C'est-à-dire que si c'est l'ensemble des militants qu'il avait désignés aujourd'hui, on serait en démocratie de premier niveau. Les textes de la demande ne permettent pas d'aller à ce niveau de base dont il dit. Vous avez raison dans un sens. C'est-à-dire que personne ne remet en cause le choix. Et puis aujourd'hui d'ailleurs, l'ADEMA a prouvé en plus sa grandeur en le validant. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il ne faut pas qu'on se précipite. L'appel d'air frais doit être le fait des militants. C'est les militants qui doivent dire nous voulons un nouveau candidat, nous ne voulons pas ceux qui ont servi le Mali. C'est-à-dire que la conférence nationale pourrait remettre en cause pouvait remettre en cause cette décision. Mais après débat, Maître Kassoum Tapo avait maintenu sa candidature à l'ouverture des débats.
Mais les candidatures n'étaient même pas recevables à ce niveau-là. Non, elles étaient même la pas conférence recevables. nationale, si. La conférence nationale attendait juste le rapport du comité exécutif pour lui présenter le travail de la commission des beaux offices. Ok, justement la question que j'ai envie de poser, Serge, moi j'ai écouté le vice-président Iban Ndiaye à l'issue des travaux, il disait que l'ADEMA doit tout faire pour éviter le scénario 94 avec le départ de Mamour Lamine Traoré, la création du Myria, le départ d'Ibeka et la création du RPM, le départ de Soumaïla Cissé, la création de l'URD. Est-ce qu'on peut éviter d'aller vers ce clash-là avec le choix de Dambélé? Moi je pense qu'il faut attendre pour voir. Ce que je disais tout à l'heure rapidement, c'est que je me posais la question de savoir si l'ADEMA ne s'était pas tiré une balle dans le pied, parce que vous pouvez tirer une balle dans le pied sans le savoir. Donc, si l'ADEMA décide de choisir M. Dambélé, c'est son droit le plus absolu. Maintenant, ce qui serait intéressant, ce qui serait souhaitable, c'est de voir les autres candidats mouiller réellement le maillot, parce qu'on sait à l'époque, vous vous souvenez, l'ADEMA avait pour candidat M. Soumaïla Cissé, mais tout le monde n'avait pas mouillé le maillot pour soutenir Soumaïla Cissé. C'est ce que je disais. Moi, je voulais dire ceci. Il y a deux défis. C'est pas que Dambélé n'est pas bon. C'est-à-dire, rien ne nous autorise à dire qu'il n'est pas bon. Mais il y a un problème, de toutes les manières, pour qui connaît l'ADEMA, de la sincérité de son acceptation. Et donc, on peut bel et bien, effectivement, dire oui, et puis, par derrière, agir autrement. Et puis, l'autre chose, c'est... est-ce qu'on va vérifier le postulat? Beaucoup de gens à l'ADEMA disent, même si nous investissons, parce que nous sommes un parti majoritaire, même si nous investissons, un chameau, il sera élu. Alors, il faut voir si ça va se faire. Est-ce que Draman Dambélé investi par l'ADEMA sera élu par le Mali? Ça, c'est la question. Voilà. Ok. Autre thème de cette émission, la Côte d'Ivoire, 11 avril 2013, deuxième anniversaire de l'arrestation de Laurent Gbagbo. La date a été mise à profit par le président Alassane Dramane Ouattara pour effectuer une visite en France. Au sortir de l'audience avec François Hollande, Ado s'est exprimé sur la question de la réconciliation nationale. Nous l'écoutons. La réconciliation prend du temps. Nous avons 2 ans de présence à la tête de l'État. Nous avons l'obligation, je ne dirais pas la volonté, de réconcilier les Ivoiriens, de les rassembler. Et c'est pour cela qu'on est chef de l'État. Quand on est chef de l'État, il n'y a pas des Ivoiriens qui vous sont plus acceptables que d'autres. Donc nous continuons notre travail. Nous considérons que ces choses-là se développent bien au niveau des populations. Nous encourageons les partis politiques à s'insérer dans cette évolution de réconciliation. Je ne sais pas. Maître Konaté, la réconciliation prend du temps. On vient d'écouter Alassane Dramane Ouattara qui est allé même à parler de l'exemple de la guerre de sécession aux États-Unis. C'est 2 choses complètement différentes. La guerre encore n'est pas raciale en Côte d'Ivoire, même si elle a quelques relents ethniques. Non, je pense que la réconciliation nationale aujourd'hui, depuis 2 ans, c'est un échec absolu en Côte d'Ivoire. Ça, il faut le dire clairement et nettement. Parce qu'aujourd'hui, la réconciliation nationale intervient dans un contexte où la prise de pouvoir en Côte d'Ivoire s'est faite dans des conditions douloureuses. Un président sortant a été arrêté et transmis donc à la Cour pénale internationale, et le président rentrant s'est installé et a du mal à mettre de l'ordre aujourd'hui. Je rappelle simplement qu'au plan politique, les adversaires du président Alassane Dramane Ouattara ne sont plus dans l'arène, ils sont hors l'arène. Pour les plus malheureux, ils sont en prison. Pour les plus heureux, ils sont aujourd'hui en situation de quasi-surveillance aujourd'hui sur le territoire. Le deuxième point, je rappelle qu'il y a 2500 personnes qui sont arrêtées ou poursuivies en Côte d'Ivoire aujourd'hui, sur lesquelles il y a 90 personnes qui concernent le parti de Laurent Gbagbo. Et le troisième point, je dis aujourd'hui qu'on a du mal quand même à manager les ethnies aujourd'hui à l'intérieur, parce que le parti de Laurent Gbagbo est essentiellement bêté, et en face, nous avons donc toutes les populations du Nord. Et visiblement, je ne sais pas ce qui se fait en Côte d'Ivoire, tant qu'on continuera à poursuivre des hommes politiques, tant qu'on les empêchera de faire de la politique, tant qu'aujourd'hui l'option est guerrière en Côte d'Ivoire, je pense que la réconciliation nationale vaut mieux l'oublier. Mais il y a eu des signes de bonne foi de la part du gouvernement. L'option n'est pas guerrière en Côte d'Ivoire. L'option n'est pas guerrière en Côte d'Ivoire. Je pense que la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire se met sur les rails, c'est difficile. Gbagbo a gouverné dans une totale... C'était un homme de clan. Je ne le défends pas. Vous ne le défendez pas. Je vais vous dire, vous ne le défendez pas, puisqu'à l'époque, vous avez défendu des généraux palinfos contre Gbagbo. Bien sûr. À l'aise. Bien sûr. Mais le problème, c'est qu'il a hérité... Il suit l'actualité. Mais bien sûr. Alassane Ouattara a hérité d'une situation extrêmement difficile. Il fut un moment sous Gbagbo où vous aviez des commandos spéciaux
Sango qui enlevait des gens sur la chaîne. Il faut pas justifier. Maintenant, je ne justifie pas. Maintenant, ce qu'il faut souhaiter à Alassane Ouattara, c'est qu'il aille un peu plus rapidement. C'est là. Ces pas sont là, à mon avis. Dis-le fortement. Chahana, est-ce que vous partagez le réquisitoire de mettre contre le régime Alassane? Non, pas du tout. Moi, je pense, comme Alassane l'a dit, vraiment, la réconciliation n'est pas facile. Le chemin est très long. Qu'est-ce qu'on veut maintenant par rapport à Alassane Dramane Ouattara? Voyons les circonstances dans lesquelles il a été élu. Les organisations de droits de l'homme critiquent tous les jours qu'il y a une justice inique. Mais ne demandez pas à Alassane Dramane Ouattara de désintégrer son pouvoir. Il a été élu grâce à ce que l'on sait et grâce aux forces armées et de sécurité actuelles. Et on voudrait que les droits de l'homme soient respectés en arrêtant certains responsables des forces armées et de sécurité aujourd'hui. Il ne peut pas le faire. Ce qu'il fait, c'est relève du politiquement correct. Ok. Je commence à prendre mon élan, tu me casses. Tangara, j'ai dit ce qu'il est en train de faire relève du politiquement correct. Tu vas pas sur la lune quand même. Présentement, ouais. Alassane Dramane Ouattara vraiment est en train de faire la réconciliation et l'opposition refuse de le suivre parce que l'opposition est contre les arrestations, contre les poursuites judiciaires, alors que dans un État démocratique, il faudrait bien qu'il y ait des arrestations, il faudrait bien qu'il y ait des poursuites judiciaires, mais je suis d'accord, il y a deux poids, deux mesures. Okay. Deux poids, deux mesures parce que le pouvoir d'Alassane n'est pas consolidé. Tant que le pouvoir n'est pas consolidé, il ne peut pas se mettre quand même à arrêter des généraux, de certains, des commandants. Il faudrait attendre peut-être très rapidement, il faudrait attendre vraiment la fin peut-être de son éventuel second mandat, au crépuscule de son éventuel second mandat, s'il veut faire quelque chose vraiment pour qu'il puisse agir rapidement. Sinon maintenant, se demander à se faire harakiri. Adam Thiam, est-ce que vous partez ce devoir de redevabilité de Alassane Dramane Ouattara vis-à-vis des forces républicaines de Côte d'Ivoire? Est-ce que ça doit peser dans la balance? Mais il faut voir d'où revient la Côte d'Ivoire. Il y a juste 2 ans, donc, ce pays était aux enfers. Et aujourd'hui, c'est un taux de croissance de 8 points. J'ai lu le récent rapport du secrétaire général des Nations Unies qui se félicite mais vraiment des pas de géants dans le domaine de l'économie, de la reconstruction de certaines parties du pays, et de la remise sur pied des forces de sécurité, etc. Et donc, de ce point de vue, il n'y a aucun doute que la Côte d'Ivoire est dans un cercle vertueux. Et je pense que ce que Ouattara dit ici, c'est que la réconciliation est lente. Elle est lente, à mon avis, parce que d'abord, il y a un problème de sincérité. Il faut qu'il veuille vraiment la réconciliation. Vouloir la réconciliation veut dire un peu équité de traitement devant les mêmes cas. Par exemple, l'ONU a quand même incriminé certains proches du président Ouattara qui pour l'instant ne sont pas inquiétés. Et puis il faut le dire simplement que le problème c'est pas comme en Afrique du Sud où c'était entre tous les blancs et tous les noirs. Cette fois-ci, le problème est entre par exemple une force politique et le FPI de Laurent Gbagbo. Okay. Maintenant, si on nous dit que tant que Laurent Gbagbo n'est pas libre, il n'y aura pas de réconciliation nationale, ça, c'est un problème. Mais maître, on peut dire qu'il y a eu des signes de bonne foi du pouvoir Alassane. Il a tendu la main au FPI, mais qui boycotte, qui fait la politique de la chaise vide en refusant de participer, par exemple, aux élections municipales qui vont venir là. Vous savez qu'on peut faire de la politique et de la politique spectacle en même temps. On peut donner l'impression qu'on y est alors qu'on n'y est pas. Aujourd'hui, faites le constat, vous dites des choses et vous niez pas ce que je dis. Il y a 2500 personnes aujourd'hui qui sont... Ce sont les faits. Laissez-moi terminer. Il y a 2500... Mais c'est vrai, il y a 2500 personnes qui font l'objet de poursuites ou qui sont arrêtées, sur lesquelles aujourd'hui c'est 80 à 90% d'un seul camp politique. Le deuxième point, c'est qu'il y a une série d'élections qui se sont organisées en Côte d'Ivoire qui n'ont pas permis aux partis politiques importants, notamment le FPI, de participer. Vous me direz sans doute que leur demande est excessive parce qu'en demandant la libération de Laurent Gbagbo contre la participation, c'est vrai que c'est quelque chose d'inacceptable. Mais dans le jeu politique, une fois qu'on a mis Laurent Gbagbo hors jeu, et à juste raison,
je le dis encore, je pense qu'il faut être capable au moins que dans son camp, de trouver des gens avec lesquels on fait. Mais vous n'allez pas faire disparaître tout le monde. Aujourd'hui, vous allez vous retrouver tout seul sur l'arène. Les partis politiques qui sont alliés à Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui sont tentés de faire exactement la même chose que ce qui a été dénoncé de l'autre côté, pour lesquels moi-même j'ai occupé au plan judiciaire. Donc dites les choses aujourd'hui. Amnesty International dénonce. Toutes les organisations. C'est un avocat que vous ne coupez pas la parole. Non, mais puisque je crois que Chahana allait réagir. Non, mais c'est surtout intéressant. C'est surtout intéressant ce que je dis, parce que vous ne le contestez pas, il ne faut pas le contester. Alors, vous savez bien que s'il faut se réclamer d'un camp, je serai plus proche de ce camp que vous défendez aujourd'hui que d'un autre camp. Mais fondamentalement, les choses n'ont pas l'air de démarrer en Côte d'Ivoire et faisons en sorte que ça démarre. Bon, maintenant, s'il y a des objections. Ce que je veux dire, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il faut quand même un peu plus de gages d'équité venant du pouvoir Ouattara. Okay. Ceci dit, moi je ne vois pas quelle est la solution au problème du FPI si la condition c'est la remise en liberté de Gbagbo qui est quand même responsable, qui peut être tenu pour responsable de ce qui s'est passé, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire. On a 5 minutes pour boucler l'émission. Nous allons au Venezuela. Appelés aux urnes ce dimanche, les Vénézuéliens doivent désigner le successeur d'Hugo Chavez, réélu en octobre 2012 mais décédé le 5 mars dernier. Face à face, le successeur désigné du commandante Maduro et le chef de l'opposition Enrique Capriles. Au Venezuela, la journée de vote est longue. Le jour n'est pas encore levé que les électeurs commencent à faire la queue en attendant l'ouverture officielle du scrutin à 6 h du matin. En plein quartier chaviste de Caracas, dès les bureaux ouverts, la télévision gouvernementale mobilise les électeurs. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes pour qu'ils viennent voter, demande la reporter. Il faut venir voter tôt, c'est très rapide et les bureaux sont déjà ouverts. 19 millions de personnes sont appelées aux urnes ce dimanche. La participation, c'est le seul danger pour Nicolas Maduro, successeur désigné par Hugo Chavez lui-même et crédité d'une avance de 10 à 20 points selon les sondages. Trop sur deux les chavistes, c'est en tout cas ce que souhaite Enrique Capriles, le candidat de l'opposition. À 40 ans, ce jeune avocat avait affronté Hugo Chavez en octobre dernier, ne perdant que de 11 points, le meilleur score pour l'opposition face à l'ancien président mort le 5 mars dernier. Dépasser ces 11 points, c'est la volonté de Nicolas Maduro pour asseoir sa légitimité. Les électeurs ont jusqu'à 9 h ce soir pour se prononcer. Vous pensez aussi que l'enjeu de ce scrutin, c'est le taux de participation, sinon que le vainqueur, il est connu d'avance? Oui, le vainqueur est connu d'avance. Je pense que c'est pour vraiment rendre hommage au défunt président. Donc, ce n'est pas étonnant que un successeur désigné gagne ce scrutin. C'est vraiment ce que les Vénézuéliens peuvent faire comme cadeau vraiment au président qui a tout fait pour les pauvres. Donc vraiment je pense qu'il n'y a pas assez de danger. L'enjeu, tu l'as dit, et le résultat est connu d'avance. Serge, sur la je pense la même chose. Le vainqueur est probablement connu d'avance. Le taux de participation, je ne sais pas si ça va jouer un rôle important, mais je crois que très rapidement, ce qui sera intéressant, c'est de voir le nouveau président, le nouvel élu, s'attaquer aux réels problèmes des Vénézuéliens, mais surtout, si vous voulez, par rapport à l'opposition, ce qui était l'opposition de Chavez à l'époque. C'est-à-dire qu'il doit montrer qu'il est l'héritier d'Hugo Chavez, mais de l'autre côté, montrer qu'on peut faire de la politique sans agresser ses adversaires. Signe d'ouverture. Maître Bonati. Je souhaite bonne chance à l'avocat. Le Venezuela démontre effectivement que la routine démocratique est là, parce que effectivement il n'y a pas eu de problème. Le monsieur sera investi le 19 avril, il sera là jusqu'en 2009, mais le parti au pouvoir a eu un avantage, c'est que cliniquement Chavez était mort depuis longtemps et donc il a profité de ça pour mettre en place le mécanisme. De ce point de vue-là, moi je suis d'accord avec Capriles qui a dénoncé des incohérences, de fraude énorme. Et je lui souhaite bonne chance aussi parce que vous vous trompez, Sana, le Venezuela est loin d'être le paradis que Chavez a laissé.
Ok, voilà, c'est sur le Venezuela qu'on va devoir boucler cette émission du débat du dimanche. Merci de l'avoir suivi. Nous recevions Adam Cham du journal Le Républicain et arawanexpress.com, Charna Takiou du journal 22 septembre, Maître Mamadou Ismaël Konaté, avocat, et Serge Daniel, journaliste écrivain. Merci de l'avoir suivi. À dimanche prochain pour un autre débat sur Africa Télévision.